Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour cette deuxième capsule sur le théâtre, nous allons aborder deux notions en parallèle. Dans un premier temps, l'espace et dans un deuxième temps, on va pouvoir se pencher sur le temps au théâtre. Comme on l'avait déjà mentionné par rapport au texte de théâtre, où il y a un dialogue qui s'effectue tant entre l'auteur et le lecteur qu'entre les personnages sur scène, ici, pour l'espace et le temps, il est important de comprendre qu'il y a un caractère double par rapport à ces deux éléments-là. Il y a à la fois quelque chose de réel qui s'effectue, mais également quelque chose qui relève de l'imaginaire. Donc, on va comprendre le caractère double de l'espace et du temps au théâtre. C'est l'objectif du cours d'aujourd'hui. Pour l'espace, d'abord et avant tout, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'aller au théâtre, c'est prendre place dans un espace qui est aménagé strictement à cet effet. Dans les faits, c'est également entrer par effraction, un peu comme un voyeur, dans un autre espace qui, lui, est fictionnel, n'est pas réel, mais qui nous donne à nous, spectateurs, et c'est ça qui nous fait nous déplacer souvent au théâtre, un sentiment de toute puissance, un sentiment d'omniscience. Par exemple, à la fin de Roméo et Juliette, lorsque Roméo se tue avant que Juliette, qu'il croyait morte, elle ne se réveille, il y a seulement les spectateurs qui sont au courant de la situation et ça nous donne un sentiment qui est très agréable. Dans les faits, c'est comme si une réalité supplémentaire se superposait à la nôtre. C'est une mise en abîme qui n'existe que si le spectateur accepte que ce qu'il a devant les yeux, c'est à la fois du réel et de l'imaginaire. Pour comprendre cette particularité de l'espace au théâtre, on doit observer les paramètres, on doit observer les différentes caractéristiques. Il y a ici deux espaces superposés, l'un qui est réel et l'autre qui est imaginaire, et les deux se nomment respectivement espace scénique et espace dramatique. En ce qui a trait à l'espace scénique, c'est ce qui constitue la partie du théâtre où se déroule le spectacle. Et cet espace scénique-là varie selon les époques. Durant l'Antiquité, les représentations théâtrales avaient lieu dans de gigantesques amphithéâtres à ciel ouvert où les acteurs portaient des masques gigantesques dans le but d'être vus par les personnes assises. Durant la Renaissance en Angleterre, il y avait un style architectural bien particulier, c'est-à-dire que les immeubles où on produisait les pièces de théâtre étaient ronds. Les gens moins fortunés se tenaient debout au niveau de la scène, alors que ceux qui avaient un petit peu plus d'argent se trouvaient en haut, dans les loges, et entouraient cette scène. Aujourd'hui, c'est davantage la scène que l'on nomme à l'italienne qui constitue la norme au théâtre, avec des bancs qui sont orientés vers une scène qui est rectangulaire. C'est ce qui constitue l'espace scénique. Pour l'espace dramatique, l'espace imaginaire, c'est là où l'action se déroule dans la fiction. On peut transporter l'action fictionnelle n'importe où, peu importe le type de théâtre, à la condition que le spectateur y croit. Shakespeare, lui, malgré le fait que ses pièces étaient destinées à être jouées dans des théâtres circulaires, voyageait beaucoup. Il pouvait se rendre sur une île déserte dans la pièce La Tempête, il pouvait se rendre à la forteresse du roi de Danemark dans Hamlet, ou bien dans des villas en Italie pour Roméo et Juliette, ça n'avait aucune importance. Il avait bien compris que le théâtre pouvait nous transporter n'importe où dans un monde fictionnel. Ainsi, l'espace dramatique n'a de limite que celle de l'imagination du spectateur. Néanmoins, le metteur en scène ou le décorateur peut faciliter cet accès-là à ce monde fictionnel en disposant d'une certaine manière la scène ou en ajoutant des éléments du décor. Il est absolument essentiel de prendre connaissance du fait que l'espace dramatique, l'espace qui est fictionnel, comporte en soi deux espaces lui-même. Le premier, on parle d'espace actuel, celui que le spectateur peut observer, et en second lieu, on parle de l'espace virtuel, un espace qui va être suggéré ou simplement sous-entendu. Par exemple, dans le film 12 hommes en colère, qui a été adapté au théâtre à de nombreuses reprises, on peut voir que durant la majeure partie du film, on a un seul espace actuel, c'est-à-dire que tout ce que le spectateur peut observer, c'est la salle de délibération des jurés, ce qui constitue dans ce film l'espace actuel. Néanmoins, on peut sans problème imaginer le reste du palais de justice avec, par exemple, la cellule du jeune accusé ou bien la réserve des pièces à conviction d'où ils vont chercher un couteau. Les acteurs dans le film 12 hommes en colère tentent d'ailleurs constamment
de représenter un autre lieu, c'est-à-dire l'appartement où le crime a été commis. Cet espace-là ne reste que dans l'imaginaire. Le spectateur n'y est jamais transporté. C'est ce que l'on appelle l'espace virtuel. Il est à noter que de sous-entendre un espace virtuel ajoute une vraisemblance à la pièce. Dans le théâtre classique, il y avait une règle qui imposait aux auteurs de situer l'action de la pièce dans un lieu unique. Il n'y aurait pas de changement de décor, ça resterait toujours au même endroit. Et pour contourner ce problème-là, les dramaturges, les auteurs de textes de théâtre, écrivaient des répliques où les personnages racontaient dans l'espace actuel, dans le lieu où le spectateur peut observer les acteurs, racontaient des événements qui s'étaient déroulés dans l'espace imaginaire, qu'on imagine à l'extérieur de la scène. Ce qui est une solution bien pratique quand on a très peu de moyens pour faire une pièce de théâtre. Finalement, l'espace a une très grande importance dans la signification de la pièce de théâtre. Par exemple, dans 12 hommes en colère, le huis clos, le fait de réunir 12 hommes dans une pièce qui est étouffante, ça accentue les tensions entre les personnages à mesure que l'action progresse. On sait que plus ils sentent le fait qu'ils sont prisonniers dans un espace dont ils ne peuvent pas s'évader, plus la tension va augmenter et les conflits seront présents. À présent qu'on a terminé avec l'espace au théâtre, le fait qu'on ait pu voir sa dualité, le fait que l'espace soit à la fois réel et imaginaire, on va pouvoir se pencher sur l'autre paramètre qui est absolument essentiel d'observer, c'est le temps. Au théâtre, le temps est soumis aux mêmes règles que l'espace, comme je le disais. Il y a à la fois le temps réel, le temps que va durer la pièce à partir du moment où le rideau se lève jusqu'à ce que le rideau tombe, et le temps imaginaire, celui qui est vécu, qui est expérimenté par les personnages. Il est important de savoir que le temps de la représentation est variable. Ce n'est pas toutes les pièces qui vont durer la même période de temps. Auparavant, les pièces de théâtre avaient surtout lieu lors de grands événements comme des fêtes religieuses ou des événements pour célébrer le passage des saisons. Et ces pièces-là pouvaient s'étirer sur des heures, sur des journées complètes même, parfois même une semaine au complet. Au théâtre classique, la durée moyenne d'un acte coïncidait avec le temps où il fallait aller remplacer les bougies. Les contraintes extérieures, qui n'avaient nullement rapport avec le théâtre, imposaient donc des contraintes, des règles. Ça, c'est ce qui a attrait au temps de la représentation, au temps réel. Pour ce qui est du temps fictionnel, celui qui est vécu par les personnages, que l'on appelle le temps dramatique, du domaine de l'imaginaire, la durée des événements représentés peut varier. De manière générale, le temps dramatique dure plus longtemps que la représentation. Cependant, de nombreux auteurs ont toujours essayé de faire coïncider le temps réel vécu par les spectateurs et le temps imaginaire vécu par les personnages. Pensez seulement au film 12 hommes en colère, où l'auteur tente de faire coïncider les deux temps. C'est comme si notre temps allait aussi rapidement que le temps de la pièce. De cette manière-là, c'est beaucoup plus réaliste. D'ailleurs, les pièces dites classiques suivaient cette règle-là, c'est-à-dire de prendre le même nombre de temps pour raconter l'histoire que les événements qui étaient vécus par les personnages. Par ailleurs, il est important de mentionner que les didascalies jouent un rôle assez important pour fournir des informations par rapport au temps. La présence de personnages historiques, donc simplement le nom des personnages, comme Néron, Napoléon, Jules César, permet aux spectateurs de se situer dans le temps. Également, des indications concernant les costumes et les décors apportent beaucoup d'informations, permettent de camper la pièce dans un temps précis. On a juste à voir ici un exemple tiré d'une pièce de Beaumarchais, à nouveau, Le mariage de Figaro, où on précise que les habits des acteurs doivent être dans l'ancien costume espagnol. On souhaite, par le biais de ce qu'ils revêtent, leur donner une temporalité, indiquer à quel moment dans l'histoire la pièce se déroule. Finalement, tout comme l'espace, le temps a une très grande signification dans le texte et les auteurs utilisent ce paramètre-là pour faire comprendre des choses aux spectateurs. Par exemple, on peut utiliser le temps pour exprimer une idée, une émotion chez le spectateur, ce qui a été fréquemment employé comme
procédé, c'est montrer justement le passage des saisons à travers une pièce de théâtre afin de montrer les âges des personnages et l'usure du temps. Ça peut être simplement insinué par le biais de feuilles dans les arbres et de feuilles au sol par la suite, ou sinon ça peut être seulement clairement mentionné dans les didascalies et le metteur en scène peut faire ce qu'il veut à ce moment-là. Voilà, c'est ce qui conclut la deuxième vidéo sur le théâtre, mais plus précisément sur le temps et l'espace. Vous pourrez voir dans quelques instants la troisième vidéo qui va porter sur les personnages et on aura terminé à ce moment-là notre portrait des grandes composantes du théâtre.